Anne Darlvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. 52e épisode. La cantine numérique de Brest, Anne Darlvraz reçoit Basile Darmois, maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale en droit privé et membre du Lablex, spécialiste de l'expression publique en ligne ainsi que des cyberdélits. Cyberdélits que l'on connaît sous les étiquettes de cyberharcèlement, de désinformation, d'arnaque et de parasitisme. On parle également de régulation des influenceurs, de réparation des dommages subis par les victimes de ces cyberdélits et de responsabilité civile et collective. Bonne écoute. Basile Darmois, bonjour. Bonjour. Tu es maître de conférence en droit privé à l'Université de Bretagne occidentale et chercheur au Lablex. Tout à fait. Ta spécialité, ton champ de recherche, c'est la délictualité, l'expression publique en ligne. Vers quoi tu te tournes en ce moment ? Alors vers quoi je me tourne en ce moment ? Alors j'ai beaucoup, donc comme tu l'as dit, travaillé sur... finalement, en droit, on le présenterait comme du droit de l'Internet, mais dans l'espace public. Donc c'est quelque chose qui a bien souvent été envisagé sous l'angle de l'expression. Et nous, en tant que juristes, on s'intéresse donc à l'expression illicite, interdite. Et moi, plus précisément, à la responsabilité du fait de l'expression. Ce que l'on entend par cyberdélit, ça serait, au sens large, une utilisation illicite d'Internet qui est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur. Et bien souvent, on l'a envisagé sous l'angle de l'expression illicite via Internet. Alors maintenant, ça se développe un petit peu, puisque il est plus simplement question d'envisager ces comportements sous l'angle de l'expression au sens pur du terme, mais via peut-être le concept plus global de comportement délictueux. Je pense notamment à des comportements bien connus, type cyberharcèlement, donc particulièrement clairement interdits, mais également préjudiciables, donc susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur, et dont il est difficile de dire qu'il s'agit d'actes expressifs au sens propre du terme. Donc voilà, je pousse un peu mes recherches au-delà de l'expression au sens pur. Autre question aussi qui se pose, qui est peut-être plus d'actualité, c'est l'interposition que peut avoir l'intelligence artificielle dans l'espace public d'expression. Donc là, très clairement, les intelligences artificielles génératives, ce type de choses. D'accord. D'un point de vue de régulation de ces comportements, de ces expressions, certains vont signaler ou vont invoquer un manque de règles, d'autres vont parler de règles qui seraient difficilement applicables, et enfin, encore d'autres vont parler de règles applicables mais non appliquées. Est-ce que c'est sur ces trois points, tu as vu des évolutions depuis que tu étudies le sujet ? Alors, le manque de règles, très clairement, pour prendre tes trois propositions, le manque de règles dès le départ, c'était un peu une vue de l'esprit, puisque immédiatement, ce qui s'est produit, ça a été d'appliquer dans le cyberespace, certains diraient, dans l'espace public numérique, on peut dire également, les règles préexistantes, celles qu'on appliquait dans l'espace public d'expression qui préexistait à Internet. Donc immédiatement, on a appliqué tout un corps de règles qui s'appliquaient déjà dans la rue, dans les salles de spectacle, etc. Et puis là, je pense tout simplement à tout ce qu'on range sous la liberté d'expression, mais en droit français, ce sera la loi sur la liberté de la presse. Donc tous les délits de presse ont été appliqués immédiatement à propos de l'expression via Internet. Ce qui a quand même été questionné dès le départ et qui a supposé une adaptation du droit, c'est ce qui dans l'espace public qui préexistait à Internet était rangé sous le rang de la responsabilité éditoriale. Donc toutes celles des fournisseurs de support à l'expression. Donc on pense avant tout aux éditeurs de titres de presse, mais ça peut être également le directeur de programme audiovisuel, qui était co-responsable parfois à certaines conditions qui pouvaient être en tout cas des expressions illicites de leurs journalistes, de leurs invités, etc., de leurs clients qui s'exprimaient dans le courrier des lecteurs, par exemple. Ouais. Alors ça a supposé une adaptation
du droit, puisqu'en fait ça a été résolu assez simplement, ça a été de créer un régime de responsabilité des hébergeurs qui peuvent, alors, plus exceptionnellement que les éditeurs de l'ancien temps, être co-responsables des publications de leurs utilisateurs. La deuxième proposition que tu m'as citée, je m'en souviens plus. L'applicabilité. L'applicabilité. Il y a des questions d'applicabilité qui tiennent à la manière dont les anciennes règles étaient conçues, qui ont posé problème et qui continuent de poser problème. Je pense à un exemple qui est toujours d'actualité, qui est régulièrement questionné. Alors celle-là, c'est vraiment les délits de presse. Les délits de presse sont poursuivis dans une perspective de protection de la liberté d'expression avec ce qu'on appelle une courte prescription. C'est-à-dire que, à compter de la publication de l'expression litigieuse, on ne sait pas encore si elle est licite ou pas, un juge va devoir en décider. Il y a une prescription, donc un délai qui s'ouvre et qui est raccourci. Pour ce qui est des délits de presse, qui est raccourci à quelques mois, là où pour les autres délits, ça peut être 5 ans ou plus. Donc ça a été conçu dans une perspective de protection de la liberté d'expression, et ça on s'est aperçu que c'est assez mal adapté à Internet. Alors c'est pas forcément le délai. Bien souvent les politiques vont dire il faudrait rallonger le délai parce que l'expression a eu lieu en ligne, ce qui à mon sens est complètement absurde, parce que ça voudrait dire qu'on s'exprime différemment en ligne que dans l'espace public. C'est plutôt une question de point de départ du délai. Les anciens médias qui préexistaient à Internet étaient caractérisés par des périodes de périodicité, donc une date de publication, s'ouvre une période, etc., qui permettait donc de bien fixer ce point de départ. On avait une date précise de publication et qui équivalait également à la date à laquelle le public prenait connaissance du contenu de l'expression. Sur Internet, c'est plus délicat. Ça, je pense que... Je sais pas si j'ai vraiment besoin de l'expliquer, mais parfois un contenu est publié, le public n'en prend pas immédiatement connaissance. Il peut être modifié, il peut être... Absolument. Et donc ça, c'est un déficit d'applicabilité assez évident. Là où l'autre problème, donc ça c'est plutôt le droit qui est mal armé par rapport à Internet. Après, il y a Internet qui pose des problématiques d'applicabilité du droit. Et là, on est plus dans le fait que l'expression en ligne, pour être jugée illicite, suppose d'avoir recours à un juge. Un juge qui, en définitive, est le seul à avoir le pouvoir de décréter qu'une expression est illicite. Et là, le souci, alors c'est pas tant Internet que les médias sociaux actuels, tels qu'ils sont conçus, pose un gros problème par rapport au raisonnement, qui est celui du juge pour décider qu'un contenu est illicite et donc engager la responsabilité de son auteur. C'est que le juge, en tout état de cause, doit raisonner par rapport au contexte de publication. Or, les réseaux sociaux actuels sont pas toujours très contextualisés. Et si je prends n'importe quel type de contenu illicite, mais on en a parlé avec des collègues il y a pas longtemps, un discours assez sulfureux, discours de haine. Le discours de haine, le juge judiciaire doit, pour le caractériser, tenir compte du contexte d'expression. Quand bien même c'est un discours grave, il doit bien définir qui parle, à qui cette personne s'adresse, dans quel but éventuellement parfois, et sur des réseaux sociaux, parfois ces opérations intellectuelles sont impossibles. Donc ça c'est pour l'applicabilité, et il restait la lacune en fait, est-ce qu'il manque des règles ? Ou est-ce qu'il n'y a personne, il y a personne pour les appliquer en tant que telles ? Par exemple, est-ce qu'on ne les connaît pas et on ne va pas les chercher ? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'exécutif pour traiter ces règles une fois qu'elles sont posées, elles sont là, et pour être efficaces, mais finalement on ne s'en saisit pas ? Alors peut-être que du coup tu me permets de sauter sur une partie de ma réponse, c'est-à-dire que la lacune en fait, et j'en ai déjà parlé, je pense qu'il n'en existe pas puisque c'est une question de politique législative. Il tiendrait qu'à nous de décider de renforcer les normes, d'en créer d'autres. Donc ça, à la limite, l'état du droit existant me paraît suffisant, mais on pourrait discuter de son amélioration, de son renforcement. Par contre, ce que tu dis, ce qui est très clair, c'est que le contrôle de l'application, lui, pose clairement un problème. Parce que dans le système que j'ai évoqué, et tout cela va avec des questions constitutionnelles, de préservation des libertés,
des droits des victimes, c'est le juge judiciaire qui, en dernière instance, est celui qui détermine si un contenu est illicite et si son auteur doit être sanctionné et quelle en sera la sanction. Or, là, il y a... Là, on pourra peut-être en discuter ensuite, parce qu'il y a une question d'analyse du problème, c'est est-ce qu'il y a une prolifération des expressions illicites en ligne ? Moi, j'aurais tendance à penser que oui. En tout cas, il y en a, on peut dire sans difficulté qu'il y en a plus que par le passé, et tout simplement, le juge judiciaire, si on analyse ses moyens, n'est pas suffisamment doté pour remplir son rôle habituel. Ce qui explique que, et je terminerai par là, la réaction des pouvoirs publics a été d'investir d'autres acteurs de cette mission de contrôle et de sanction de l'expression. Principalement, il faut penser à ceux que le législateur a appelés les opérateurs de plateforme, à propos desquels il a beaucoup fait évoluer le droit qui s'applique à leur activité, mais parmi ce droit, on peut observer un transfert du pouvoir qu'avait le juge judiciaire de contrôler donc, l'expression en ligne à ces acteurs privés. Donc on passe un petit peu en amont. Alors voilà, après ça, au niveau du droit, ça modifie beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on est effectivement, comme tu le dis, dans un contrôle de l'expression en amont et plus a posteriori, ce qui était le rôle du juge, où on décidait après coup, après publication, si une expression est illicite et quelle sera la responsabilité de son auteur. Au risque de rendre ces plateformes éditrices des contenus, de revenir sur la première phase dont tu avais parlé, qui était de les séparer d'un contenu éditorial duquel ils seraient co-responsables au même titre que sur de la presse par exemple, bah, tout d'un coup, on avait réussi à dire non, finalement, c'est l'utilisateur et pas l'hébergeur, mais finalement, si cet hébergeur est lui-même censeur, il reprend une responsabilité. Donc le balancier repart un petit peu dans l'autre sens. Alors, c'est tout le problème. C'est-à-dire que, moi, ce sera mon analyse, c'est que le transfert de pouvoir de sanction a bien eu lieu. La question de est-ce qu'on a transféré une responsabilité qui va avec pose beaucoup plus de problèmes. C'est-à-dire que là-dessus, le droit évolue énormément. C'est-à-dire qu'on transfère le pouvoir éditorial en un sens, mais on ne transfère pas la responsabilité éditoriale qui va avec au sens classique du terme. D'accord. Ce n'est pas une responsabilité qui est celle de l'éditeur d'un titre de presse, qui est celle d'un opérateur de plateforme actuellement. Donc il a un pouvoir, alors pas tout à fait de sélection, c'est pas l'idée, mais en tout cas de surveillance, en tout cas, de ce qui est publié sur son espace. Et pour ce qui est de sa responsabilité ensuite, ça n'est pas une co-responsabilité du fait de ce qui a été publié par son utilisateur, c'est tout simplement une responsabilité qui lui revient au titre de tout un tas de normes qu'on a créées en plus et qui, dans les grandes lignes, imposent à cet opérateur d'agir en amont, donc d'évaluer les risques que la fourniture de son service peut créer pour ce qui est de la préservation de l'espace public, à l'échelon national ou international ou européen. Donc on va imposer à cet opérateur en amont d'auditer ce qui se passe sur sa plateforme, d'identifier des risques, de proposer un plan pour résorber ces risques, et après de évaluer son plan d'action, s'il a eu un effet concret sur la résorption de ces risques. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a bien eu création d'un régime de responsabilité, mais qui lui reste en amont toujours, et il reste toujours ce vide d'une absence de co-responsabilité a posteriori, c'est-à-dire que ça ne changera rien. De ce point de vue-là, une grande plateforme sera traitée de la même manière qu'un véritable hébergeur, là, toujours avec le risque, à des conditions très strictes, d'être jugé co-responsable, mais la plupart du temps, elle ne le sera pas, comme un véritable hébergeur. Donc l'auteur d'un comportement ou d'une expression potentiellement illicite, lui engage sa responsabilité. Alors oui, tout à fait. Alors ça c'est, je dirais, peut-être un petit rappel, c'est-à-dire qu'on a, quand on parle de liberté, parce que c'est vraiment le socle, vraiment tout ça, on parle d'expression, donc il y a quand même dans notre état de droit la liberté d'expression qui reste le point de départ du raisonnement.
Bien souvent, parfois, les profanes, mais les gens le savent la plupart du temps, une liberté, c'est pas quelque chose qui s'exerce sans condition. Donc, c'est pas à ce niveau-là que se situe le libéral. La liberté d'expression signifie pas on peut dire tout et n'importe quoi en n'importe quelle circonstance. C'est l'aspect libéral du droit, c'est de dire que a posteriori, c'était l'équilibre jusqu'ici, on peut devenir responsable d'une expression si on a violé une des quelques restrictions qui existent, il y en a très peu, mais la garantie libérale du système, c'est qu'on est sanctionné a posteriori et en principe par un juge. Mais oui, non, on est responsable. Alors on l'est de plusieurs manières aussi, c'est-à-dire que c'est là où il y a, peut-être j'en ai pas parlé sur l'évolution possible que pourrait connaître le droit, c'est que nous dans notre système, donc ça c'est du droit français, mais alors c'est analogue en Europe, mais nous on a une spécificité, c'est que la responsabilité de l'auteur d'une expression illicite, elle est pénale. Dans la plupart des cas, elle est pénale. Mais elle est pénale avec beaucoup de garanties, dont une garantie que j'ai citée tout à l'heure, une prescription très courte, mais il y en a d'autres, on ne peut pas faire de détention provisoire par exemple, si on est poursuivi pour un délit de presse. D'accord. Il y a tout un tas d'aménagements qui permettent de dire quand même que quand bien même c'est pénal, donc on pourrait penser prison, etc., en tout cas c'est procureur de la République, en tout cas, il y a des garanties. Et surtout, c'est on maintient un système a posteriori. Mais la responsabilité peut également être civile. Et c'est là où, je pense que le droit pourrait connaître beaucoup d'évolutions, cette responsabilité individuelle de l'utilisateur, je veux dire au sens large. C'est que cette responsabilité civile, elle, donc est une responsabilité qui a une fonction de réparation et qui intervient lorsqu'il y a eu victime, lorsqu'il y a eu victime de l'expression illicite. Et là, c'est très clair que, avec tout un tas de collègues qui interviennent dans d'autres disciplines que le droit, je pense aux sciences sociales, mais également à la médecine, on est en mesure d'observer maintenant que l'expression illicite en ligne est très fortement dommageable. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup plus de victimes. Alors, le but n'est pas d'incriminer Internet, là, c'est plutôt que l'expression via Internet se fait sur des applications avec des régimes de temporalité qui fait qu'on se regarde tous, on se parle tous, et nécessairement les expressions illicites peuvent causer un dommage plus facilement. C'est pas sur le principe, mais sur les conséquences qui sont fortes, et qui du coup, sur le calcul du dommage, et donc de la réparation à la victime, ont un impact. C'est tout à fait ça, étant précisé que pour le moment, on va dire que, et je trouve que c'est une prudence qui est plutôt bienvenue, c'est du temps des médias traditionnels, cette question de la responsabilité civile était réglée assez simplement, c'est-à-dire donc le média traditionnel, ça opposait un journaliste à une personnalité publique, s'il y avait une victime. Si par exemple le journaliste était incriminé d'avoir commis une diffamation, il pouvait potentiellement, une diffamation qui aurait porté préjudice à la carrière professionnelle, je ne sais quoi, mais des deux côtés du rapport, on avait un professionnel d'un côté et de l'autre une personnalité publique. Là, avec les médias en ligne, on peut avoir maintenant un simple utilisateur qui ne fait pas profession de s'exprimer en ligne d'un côté, et de l'autre côté une victime qui n'est pas forcément quelqu'un de connu. On le voit, harcèlement scolaire, ce genre de choses. Et ça, on est dans un état où le droit les juristes restent prudents, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'on ne peut pas se contenter du système ancien, où la réparation finalement était très fortement contrôlée, c'est-à-dire qu'on avait dommages-intérêts symboliques, des sommes forfaitaires qui étaient allouées. Là, on a des dommages qui sont plus objectivables. J'ai donné l'exemple du harcèlement scolaire. Il peut y avoir des conséquences extrêmement graves sur le plan corporel, pour pas rentrer dans les détails sordides, des dommages psychologiques extrêmement importants. Et là, la responsabilité civile devient une question, c'est est-ce qu'il faut qu'on raisonne différemment en termes de réparation, et donc véritablement allouer des sommes réparatrices importantes qui pèseraient sur l'auteur, qui peut être à la fois un professionnel, mais également une personne, un utilisateur simple. Donc ça pose tout un tas de questions, et je dirais qu'on est un peu dans une phase exploratoire pour le moment. Oui, et puis les procès de cyberharcèlement qu'on a vus, ils ont quelques caractéristiques, pas forcément spécifiques, mais néanmoins remarquables. Il y a de nombreux prévenus,
peut-être plus que dans les cas antérieurs. Il y a aussi la question du territoire de juridiction. Est-ce que c'est celui où est-ce que la faute a été commise, ou est-ce que c'est celui de la victime, etc. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont peut-être qui interrogent le droit, auquel le droit a dû porter des réponses, quoi. Alors je viendrai sur la question de la spatialité ensuite, donc ça a été vraiment, même j'irai un des objets majeurs de mes recherches, et j'aurais peut-être dû en parler dans l'applicabilité tout à l'heure, mais c'est un vrai souci, mais j'y viendrai dans un deuxième temps. Sur la pluralité, c'est-à-dire d'adapter le droit à ces comportements un peu collectifs, en fait, et le cyberharcèlement, ça a été, c'est dramatique, mais ça a été aussi un cas d'étude pour nous qui nous a permis de faire évoluer les règles. C'est que l'expression, en effet, et la responsabilité du fait de l'expression a toujours été analysée individuellement. Donc ça, c'est vraiment revenir à des fondements très philosophiques du libéralisme. L'expression vient du fort intérieur. Quand on parle publiquement, c'est qu'on assume une position publique qui nous vient de notre intérieur envers le public. Là, on a des cas où on voit apparaître déjà des comportements collectifs, mais qui interrogent sur cette vision traditionnelle qu'on avait de la responsabilité individuelle. Le cyberharcèlement nous a permis de l'étudier parce que on a donc des cas assez complexes où on peut avoir un instigateur, si on sait qui c'est, quelqu'un qui est à l'origine de la campagne menée contre une personne, quand on le connaît, parce que la plupart du temps, généralement, cette personne n'est pas connue, et puis après, il y a des gens qui, à partir de cette petite incitation qui suivent le mouvement, qui l'amplifient, et qui vont surtout publier dans des espaces plus exposés publiquement. Ça aussi qui est problématique avec les instigateurs de ces comportements, c'est que c'est généralement des gens qui agissent tout à fait intentionnellement. C'est qu'on a au début de chaîne quelqu'un qui est totalement dans l'intentionnalité, qui maîtrise les outils et qui sait protéger son anonymat, si j'ose dire, et qui après en fait va tout simplement chercher à inciter, exciter des gens dans son projet néfaste. Oui, qui eux vont relayer de façon collective et amplifier ce message-là dans des espaces beaucoup moins anonymes. Absolument. Et donc ça a été en droit vraiment admettre qu'il puisse y avoir des comportements collectifs illicites fondés quand même sur l'expression. Ça a supposé beaucoup d'adaptations, et notamment pour en donner un qui est assez évident, c'est-à-dire que là on parle de cyberharcèlement, donc pas toujours un comportement collectif, mais qui peut l'être. Ça a été de dire, par exemple, que pour pouvoir engager la responsabilité d'un des auteurs, ne pas tenir compte de ce qui était la condition traditionnelle de l'infraction d'harcèlement, qui suppose généralement qu'une personne, de manière répétée, inquiète une autre personne. Là, on a dit, si on veut poursuivre efficacement ces comportements, il faut admettre qu'une personne puisse avoir agi une fois, mais que c'est la somme de tous les comportements qui créent cet usage répété. Donc on a dû adapter le droit, donc ça c'est plutôt sur les conditions. Je reviens à la question qu'on évoquait tout à l'heure, ce qui est vraiment celle de la réparation, parce que là on est sur, donc on peut penser pénal, etc. Mais là on est vraiment dans, je dirais, un des comportements les plus problématiques, parce que plus dommageables. Donc là c'est vraiment des victimes qui ne peuvent plus rien faire pendant un an, ni professionnellement, sont inquiètes, etc. Et là, c'est de savoir comment, et là on est vraiment encore dans l'exploratoire, sur qui faire peser cette... alors c'est pas tant responsabilité qu'il faudrait dire, mais cette obligation de réparation. Donc moi, à mon sens, là, il faut déjà admettre qu'il y a un comportement collectif, parce que plus on a d'auteurs reconnus responsables sur le plan civil, plus on peut avoir de protagonistes impliqués dans la réparation. Et plus aussi, là je me permets d'ouvrir une autre fenêtre, plus on peut avoir dans ces mesures réparatrices, donc des mesures réparatrices qui vont bénéficier à la victime, mais qui vont également avoir un effet éducatif sur les auteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que là, on a vraiment des réflexions menées sur, vraiment au sens propre, la justice réparatrice, donc faire réfléchir les auteurs sur leurs actes, éventuellement, si la victime le souhaite, discuter avec eux après, si ça peut lui faire du bien, ce genre de choses. En plus de la traditionnelle somme d'argent, parce que mais j'en reviens à la somme d'argent, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, quand on parle vraiment de personnes qui ne peuvent plus exercer leur emploi, pendant une ou plusieurs années. Exactement.
Là, on parle de charges financières. Et donc là, on déjà admettre qu'il y a une collectivité de responsables. On est dans des comportements où on ne peut pas envisager que ces auteurs soient assurés pour ce comportement-là. Bon, ça, je pense que ça paraît évident. D'un point de vue individuel, ouais. Éventuellement les plateformes ou les hébergeurs. Alors voilà, et c'est là où j'allais y venir, c'est là où fait défaut cette co-responsabilité. Ouais. C'est-à-dire que ça serait d'admettre une intervention du fournisseur de services de plateforme dont il faudrait revoir les conditions de la responsabilité, mais qui lui est un acteur solvable. Donc il pourrait intégrer ce risque-là dans ses activités, dans ses budgets prévisionnels, etc. Mais qui surtout, lui, pourrait s'assurer. Ouais. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'on pourra avoir des bonnes réponses pour que la palette des sanctions soit proportionnée au préjudice réel qu'a subi la victime. Absolument. Il n'y a pas que le cyberharcèlement. Dans les cyberdélits, il va y avoir aussi des pratiques qui sont de plus en plus régulées. Je pense en particulier à la régulation des influenceurs et des pratiques des influenceurs, qui est assez récente. Si je ne m'abuse. Alors c'est tout à fait récent. Alors je pourrais pas, j'ai pas encore tout examiné dans le détail, mais je peux essayer de fixer 2-3 axes là-dessus. Alors déjà, je dirais où on en est au niveau des règles, parce que là effectivement, on parlait de politique législative tout à l'heure. Là, il y a eu un besoin qui a été ressenti par les pouvoirs publics de dire on a un vide. Alors, ça, on pourra en discuter. Est-ce qu'il y a vraiment un vide ? Moi, je suis pas tout à fait sûr, mais je vais y venir ensuite. L'état du droit dans lequel on se trouve, c'est que la France a pris l'initiative donc de devancer un peu l'Europe, parce que ça, j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais dès lors qu'on a des outils spécifiques de régulation, on va dire du droit du numérique en général, c'est quand même l'Union européenne qui, en définitive, a une compétence en la matière et qui va fixer le cadre juridique. Ce qui n'empêche pas les États membres, en amont, parce qu'il s'agit d'une compétence partagée, d'intervenir. Ce que fait la France très souvent. Elle l'a fait avant le DSA. Elle a voté tout un tas de lois assez sectorielles, ce qui n'a pas plu du tout aux législateurs européens, qui a dit bon, vous êtes gentils, va y avoir un texte commun à l'ensemble des États membres, vous êtes intervenus. La réponse de la France, c'est de dire nous, on s'y connaît. C'est vrai que la France a quelques textes, sur le plan historique, où elle a montré qu'elle a été soucieuse de ces problèmes-là. Et elle dit, c'est une manière en fait de faire un peu de lobbying en amont sur nos partenaires lors de la négociation des textes. Ça a pas mal, à ce que je sais, ça a pas mal influencé le texte européen au final. Ah, tout à fait, tout à fait. Et sur les influenceurs, particulièrement, alors c'est pas encore le processus n'est pas fini à l'échelon européen. Alors sur le fond, là je suis un petit peu moins au courant de ce qu'il en est, j'ai simplement suivi des discussions. Peut-être j'en donnerai quelques enjeux. Alors il y a... Moi tout à l'heure je disais qu'à mon sens c'était pas toujours nécessaire c'était pas forcément nécessaire s'agissant des influenceurs de penser à l'élaboration d'un statut spécifique. Donc ça, c'est pas ce qui a été retenu. Maintenant on va avoir une définition de l'influenceur. De son activité, et moi je pensais que c'était pas tout à fait nécessaire, parce que parmi les influenceurs en fait on a tout un tas d'acteurs et il y en a en fait qui se disent influenceurs mais qui ne seront pas forcément considérés comme tels légalement, et je pense certains qui vont l'être sans le savoir. On est influenceur à partir du moment où on a un contrat avec une marque, à partir du moment où le juge a décidé qu'on l'était. Alors justement là peut-être l'intérêt d'avoir une définition légale, ça sera justement de ne pas s'en remettre au juge, donc de créer une forme de sécurité en fait juridique, et donc de dire nul n'est censé ignorer la loi, mais bon, personne ne va la lire, et je le comprends très bien. Et de dire que vous pouvez aller lire ce qu'il en est, et si votre activité correspond à ça, vous saurez que vous pourrez être traité comme tel. Et donc du coup c'est plutôt ta première option, c'est grosso modo si vous vendez votre réseau de votre public un partenaire, pas tout à fait de l'annonce, mais on est presque dans la publicité quasiment indirectement, mais vous allez vous faire porte-parole d'autrui d'une marque, ça c'est le plus vraisemblable, mais ça pourrait pas que être une marque, ça pourrait être autre chose. La propagande politique, c'est ce qui va poser problème, et c'est là où je sais que ce type de problème par exemple est envisagé, mais
J'ai pas pu voir exactement comment, sur la propagande politique, le phénomène sera régulé. Mais moi, ce qui m'a plutôt importé, c'est de m'assurer que les gens savent bien ce qu'on entend par là, parce que c'est véritablement se faire porte-parole d'autrui. Ça ressemble beaucoup finalement à la relation annonceur-agence de publicité, ou à la relation que les journalistes peuvent avoir avec dans le publi-reportage, ce qu'on appelle ce genre de choses. C'est vraiment ce comportement-là qu'on va prendre en considération, parce que une personne qui, je sais pas, enfin un youtubeur, je suis peut-être un peu daté dans mes appellations, mais un vidéaste en tout cas qui parle d'un sujet, donc expert, amateur, mais expert dans son domaine. Parfois, certains se considèrent influenceurs parce que c'est leur expertise qui leur fait dire ça. C'est-à-dire qu'ils influencent l'opinion de leur public sur des sujets sur lesquels ils sont experts. Ça sera pas ça, l'influence. Ça, faut vraiment que les gens comprennent. L'influence, c'est vraiment se vendre, finalement vendre son expression au bénéfice du discours d'autrui, en fait. Dans la gamme des cyberdélits, on va trouver encore d'autres éléments. On va trouver... tu as travaillé sur le parasitisme, par exemple. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que, d'un point de vue juridique, le parasitisme ? Ouais, alors le parasitisme, donc c'est un cas de responsabilité civile. Donc c'est un comportement qui va permettre donc d'obtenir une réparation. C'est important de le préciser. Alors, quoique, mais je vais pas rentrer dans la technique, c'est un peu plus compliqué, mais sur le papier, c'est ça. Donc, c'est un cas de responsabilité civile, et c'est plus précisément un cas de concurrence déloyale. D'accord. Alors, bien souvent, là, on a parlé beaucoup de comportements, finalement, qui se produisent expressifs, illicites, des expressions illicites, mais qui se produisent dans un cadre extra, on pourrait dire extra marchand, en fait, ou extra professionnel. Un espace public dans lequel on peut trouver des professionnels, mais on ne retrouve pas les relations de concurrence. D'accord. Le parasitisme est un comportement qui a un acteur économique et qui peut causer un dommage à un autre acteur économique. En ligne, c'est un comportement qui existait, qui était sanctionné dans l'ancien temps, mais qui trouve vraiment avec les médias en ligne une nouvelle jeunesse, si j'ose dire. C'est que, comme il est très facile dans la manière dont les espaces de publication sont conçus en ligne, tout simplement d'occuper un espace, il va être très facile d'adopter un comportement parasitaire au détriment d'un concurrent. Alors après, en quoi va consister le comportement parasitaire ? Ça peut être plein de choses. Ça peut être vendre des services ou un produit qui ressemble au service et un produit d'un concurrent. Il n'y aura pas contrefaçon parce que les conditions ne sont pas réunies, mais il y a une confusion possible dans l'état d'esprit du public. Et donc ça, sur Internet, c'est très simple parce qu'il suffit d'occuper un espace public, ouvrir un espace d'achat sur Amazon avec un nom qui ressemble à celui du concurrent, mais en tout cas des services et produits qui sont proches, et donc de parasiter ce concurrent, c'est-à-dire de détourner du trafic en un sens qui devrait lui revenir. Après, éventuellement se transformer en achat également. Oui, on ne se pose pas comme concurrent visible en vantant ses meilleurs prix, son meilleur... on fait comme si on était plus ou moins la même chose, ou du moins suffisamment pour pouvoir confondre l'utilisateur. Et étant précisé que là, l'intention n'est pas une condition du comportement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à savoir si la personne est vraiment en plan d'action pour appauvrir son concurrent. C'est vraiment... C'est, disons, une responsabilité qui pèse surtout professionnel et qui doit se montrer précautionneux tout de même, et je crains un peu plus en ligne en fait, parce que c'est des espaces visibles sur lesquels il est très facile d'avoir cet effet de détournement en fait de la clientèle. Et du coup là on retombe sur la question de la localisation et de la juridiction. Si une entreprise mettons française fait une vitrine qui parasite celle d'un groupe californien, quel est le juge où est-ce qu'on peut poser plainte, quel est le juge qui peut se saisir de l'affaire, est-ce que
le fait que ça soit en ligne change les choses. Alors ça change beaucoup de choses, mais les règles n'ont pas changé. Il se trouve que il y a 2 questions qu'il faut, désolé, ça va supposer un peu de technique, mais qu'il faut impérativement distinguer, c'est celle de la compétence du juge et celle de la loi qui va s'appliquer au comportement. Rapidement sur la loi, tout simplement parce que si je prends le parasitisme, c'est un comportement qui est sanctionné en droit français, mais pas forcément dans les droits étrangers, lesquels peuvent avoir d'autres comportements sanctionnés qui ne le seront pas en droit français. D'accord. Et il faut vraiment distinguer ces 2 questions parce qu'il faut partir du principe que le juge français peut ne pas appliquer le droit français. Il peut appliquer le droit américain, par exemple, dans le cas que tu évoquais. Alors, sur le juge, et dans ces 2 domaines, les règles n'ont pas changé. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qu'on applique aujourd'hui pour ces comportements et qu'on appliquait du temps de la presse papier ou des crieurs de rue sur la voie publique. Bon, alors là, la dimension internationale est peut-être plus compliquée à trouver, mais... Il faut avoir beaucoup de voix. Voilà, c'est ça. Pour crier de part et d'autre d'une frontière, ça a eu lieu, ceci dit. Les règles sont les mêmes, et en fait, ce qui est sûr dans l'exemple que tu évoques, c'est que l'entreprise américaine victime, qui se prétend victime, pourra toujours agir en France. Il y a toujours, dans ce qui est de l'accès à un juge, une règle qui se retrouve systématiquement sur le plan civil, je parle sur le plan civil, qui est qu'on peut toujours agir chez l'adversaire. Donc, devant les tribunaux du domicile de l'adversaire. Ça, c'est une règle qui existe systématiquement, qu'on retrouve d'ailleurs dans les droits étrangers également. Elle est assez universelle, on peut le dire. C'est-à-dire que celui qui décide que l'état actuel des relations sociales ne lui convient pas, doit prendre sur lui la charge d'aller porter le procès chez son adversaire. Et dans l'international, c'est tout simplement beaucoup d'avantages. Pour celui qui est l'adversaire, c'est que il connaît ses avocats, il parle la langue du tribunal, tout un tas d'avantages qui sont pas négligeables. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, il y a forcément des exceptions. C'est-à-dire qu'on va avoir des règles qui vont nous permettre, plutôt que d'aller chez l'adversaire, d'agir devant un juge. Alors c'est de la terminologie, mais c'est comme ça qu'on en parle, qui est plus proche. C'est comme ça qu'on en parle. Et sur les comportements délictuels, justement, et j'ai passé les raisons, on est en mesure d'agir devant le juge du lieu de survenance du dommage. D'accord. Ce qui, en ligne, pose un vrai problème. Donc là, ces règles-là ne changent pas. On n'a pas jugé bon d'en adopter des spécifiques. On va chez le juge du domicile de l'adversaire, où on va... là où le délit a eu lieu. Voilà. Mais alors la question, c'est comment on le localise. C'est-à-dire, comment on peut dire que tel état sera le lieu de survenance du dommage. Ce qu'Internet pose comme problème, et les médias en ligne plus généralement, c'est que c'est quoi déjà même ce dommage ? Si on prend le parasitisme, j'en ai parlé tout à l'heure, finalement le dommage c'est un peu ce détournement de clientèle. Donc en fait on pourra dire c'est dans tous les états dans lesquels le contenu parasitaire a connu une audience. Voilà. Ce qui permettrait du coup potentiellement d'agir devant plusieurs juges. Alors, tu vois ce genre de raisonnement. On prend par exemple la domiciliation nationale de l'URL des sites qui ont... C'est ça. Et par exemple, ça peut faire la liste... On invite un huissier une après-midi à constater tout ça ensemble, et après on saisit un juge, on lui dit, voilà, votre compétence est fondée, parce qu'avec cet huissier, on a vu que... ça pose beaucoup de problèmes, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, parce qu'après on peut dire, mais si on a plusieurs, est-ce qu'on doit aller devant celui... devant le juge de l'État dont l'audience nationale a été la plus importante ou pas, est-ce qu'on peut choisir? Bon, c'est des questions, ça se complexifie ensuite. Mais il faut savoir que ce que je viens de dire là, ça correspond pas à tous les comportements, c'est-à-dire que un comportement, je donne un autre exemple, mais dont on n'a pas parlé, c'est une contrefaçon, c'est-à-dire un cas qui a eu lieu devant les tribunaux français. Un musée célèbre de Santiago au Chili, qui publiait sur son site une photo d'une œuvre sans avoir demandé l'autorisation de la photographe. Ça c'est une contrefaçon, c'est simple. La question qui se pose ici, c'est que on va pas pouvoir dire que le dommage a eu lieu dans les états dans lesquels le contenu a connu une fréquentation, parce que là, potentiellement, ça peut avoir lieu partout dans le monde, et sans que cela
renvoie à des conséquences concrètes sur le plan du dommage. C'est-à-dire et c'est ce qui s'était posé dans ce cas précis, c'est que la victime avait agi en France. Alors, pourquoi la France plutôt que l'Allemagne, l'Australie et en fait, pourquoi pas plutôt finalement le Chili dans ce cas-là. Oui. Et donc parfois, il y a certains comportements où ce type de raisonnement ne va pas convenir en fait. Donc il y a beaucoup de difficultés. Et puis après, il y a la question de la loi applicable qui repose un problème par-dessus. C'est-à-dire que là, on peut avoir d'autres critères qui nous permettent de dire que le juge saisi va appliquer telle loi plutôt qu'une autre. Et là, c'est un vrai problème également. Plutôt la loi chilienne ou la loi française. Également, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que dans ce cas-là, on pourrait très bien avoir juge français, loi chilienne, sur la contrefaçon. C'est tout à fait envisageable. Un autre délit, peut-être sur lequel on pourra terminer, c'est celui trop fréquent des arnaques et du coup des possibilités de réparation, mais aussi de la difficulté en fait de pouvoir retracer ces auteurs d'arnaques. Est-ce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement autour de ça. Est-ce que c'est plutôt du côté, on va dire, de l'exécutif, des personnes en charge de retrouver les auteurs des arnaques, ou est-ce que le législateur lui-même a saisi de cette question-là, spécifiquement? Spécifiquement, je pense qu'il il faut vraiment le voir sur plusieurs types de réponses, et je terminerai par la réponse qui me paraît à mon avis, la plus cruciale, enfin celle qui va se montrer la plus efficace, c'est que tu n'as pas cité. C'est alors déjà réaction des pouvoirs publics en amont, la direction du ministère de l'économie, dont je n'ai pas l'acronyme exact en tête, mais la répression des fraudes, qui a considérablement évolué pour améliorer ses outils et qui, en tout cas, a une action qui est beaucoup plus efficace que dans le passé. La police judiciaire également, on peut envisager tout ce type d'intervention en amont. Je dirais de l'autre côté complètement, sur le plan civil, le consommateur, seul, essayer de retrouver son argent, la charge de la preuve. Si la personne n'est pas identifiable, c'est le propre des arnaques qui sont en plus transnationales, donc c'est extrêmement compliqué. Mais là, par contre, je rappelle quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, qu'on a évoqué ensemble, c'est quid d'une éventuelle intervention, d'une co-responsabilité d'un intermédiaire, avec un assureur. Ça peut être pas mal pour l'action individuelle du consommateur de dire, vous apportez une allégation, on peut pas retrouver l'auteur, mais nous, tel, je sais pas, Le Bon Coin ou je ne sais quoi, on prend en charge la réparation parce qu'on a un assureur qui est OK, on a un bon système d'assurance, l'assureur s'y retrouve, etc. Mais dernière option qui me paraît la plus convaincante, si on reste du côté du consommateur, c'est et donc là c'est une action c'est un mode d'action qui va beaucoup plus s'adresser aux intermédiaires eux-mêmes, c'est les associations de consommateurs. Et tout groupement d'intérêt collectif qui va pouvoir plutôt suppléer, je dirais plutôt les pouvoirs publics, c'est-à-dire par le biais de divers dispositifs, je vais peut-être pas les détailler, mais qui va pouvoir agir en amont pour donc suppléer les pouvoirs publics pour enjoindre en fait tous les intermédiaires, plateformes et autres, de mieux veiller et de supprimer des offres d'arnaque le plus rapidement possible en fait, tout simplement. Et donc ça c'est plutôt ce qui me semble être le dispositif le plus efficace en fait pour agir en amont. Donc en amont une collaboration, évidemment pouvoir public plateforme, mais ne pas oublier les groupements d'intérêt collectif. En aval le consommateur isolé, mais potentiellement cette question de la co-responsabilité de la plateforme avec assurance. Et ne pas oublier que le consommateur peut s'adresser à une association de consommateurs qu'il n'est pas seul, et là ce sera une action collective qui pourrait être exercée pour avoir une réparation de toutes les victimes. Voilà. Ok, on va surveiller tout ça. Merci beaucoup Basile Darmois. Mais je t'en prie. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.